Bon, je viens du sud de la France, entre Toulouse et Carcassonne, et j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée tout petit, effectivement, et je suis monté à Bruxelles après mon bac pour passer mes 3 ans à Saint-Luc avec pour prof de BD Claude Renard et François Scheuten. Et puis j'ai enchaîné, j'ai eu la chance d'enchaîner des albums très vite, très tôt en tout cas, tout de suite après la sortie. Même si actuellement je n'ai pas, 40 ans plus tard, une production pléthorique, mais bon, disons qu'en gros je sors un album tous les 2 ans, qui partent un peu dans toutes les directions. J'ai longtemps fait du fantastique, dit décadent, fin 19e. Des choses un peu plus expérimentales, un peu plus contemporaines. J'ai très peu donné dans la série, à part Dr Radar. J'ai picoré un peu dans tous les genres, tous les styles, et j'ai la ferme intention de continuer. J'essaye de jamais garder exactement le même style d'un album à l'autre, parce que dans la mesure où je change de propos, je change le costume qui va avec, quoi. Donc il y a des dénominateurs communs. Le fait est que je ne suis pas vraiment dans ce qu'on appelle la ligne claire, hein. Même si quand je fais des albums comme Carou par exemple, j'épure tellement que le blanc devient très envahissant et qu'il reste des petites lignes très fines. Mais le fait est que souvent j'emploie beaucoup de noir, notamment pour Radar, pour une bonne et simple raison, c'est que je me suis amusé à imaginer que le soleil ne s'y lève jamais. Donc tout se passe la nuit, donc il y a effectivement beaucoup de noir. L'expressionnisme, c'est un terme relativement générique, parce que c'est quand même très particulier en peinture, en littérature ou au cinéma, mais j'essaye quand je fais des choses comme Radar ou d'autres choses fantastiques, je m'oriente un peu vers la photo de certains films avec des lumières très contrastées, quitte à truquer complètement. La perspective n'est jamais authentique. Mes personnages, ils ont des tailles assez anormales. Je m'amuse avec l'espace, avec la lumière, avec les décors, etc. Ou l'absence de décors même, parfois. Mais c'est vrai que tout ça, ça garde de l'expressionnisme une espèce d'agitation permanente, de violence et de gestique outrée, d'autant plus pour Radar que ça se passe dans les années 20, donc je pousse ça un peu au maximum, je surthéâtralise. Mais ça fait un tout avec la lumière, avec le décor, encore une fois. Et puis j'essaye de garder ce même genre d'ambiance, mais en changeant pour chaque album de Radar, qui est pourtant dans une série ininterrompue, j'essaye à chaque fois de changer mon fusil d'épaule et de changer de style. Le premier était avec un trait très léger, mais des noirs assez hachurés au pinceau. Le deuxième s'oriente vers des choses, des noirs beaucoup plus calmes et un gaufrier très resserré avec beaucoup de cases par planche. Et le dernier, comme il se passe à Venise, j'avais l'intention de me cousiner un peu avec Pratt pour faire un hommage discret, donc du trait et de la tache uniquement. Il n'y a pas de hachure, c'est que de la tache. Et finalement, ça lorgne un peu autant vers Pratt que toute proportion gardée, hein. Avec Gillon, avec Bernett, avec ses effets de pinceau sec, des choses comme ça, quoi. Le trait, c'est pas de la plume, on dirait, mais en fait c'est du crayon, mais rescanné de façon bitmap pour imiter le crayon passé à la photocopie. Parce que ça donne un trait noir, pas gris, et avec de légères pertes dedans qui le rendent assez indéfinissable et plus vivant.
La géométrisation de l'espace ou des lumières ou des choses comme ça, ce sont des choses avec lesquelles je m'amuse depuis très longtemps parce que j'aime bien, par tous les moyens possibles qui sont à ma disposition quand je fais de la bande dessinée, assumer à fond le côté totalement artificiel. Le réalisme pur et dur ne m'intéresse pas. Que ce soit au niveau de la couleur, au niveau du dessin, au niveau des lumières, encore une fois. Donc j'ai tendance à géométriser un peu tout. D'abord parce que ça me donne des compositions assez inédites dans les cases. Et puis bon, après, c'est tout un travail de faire se balader des personnages là-dedans. Parce qu'il faut que leur gestique, leur façon d'être, de se mouvoir, soit en accord avec un univers un peu tordu, avec des lumières qui viennent de ne sais pas où et qui éclairent des zones assez improbables. Ça donne quelque chose de... Pour moi, c'est ce que j'appelle un bricolage poétique, quoi. Je décale de la réalité et je m'amuse avec, en sachant que la lumière, ça obéit à des lois, mais je les ignore. La perspective, ça obéit à des lois, mais je les trafique. Et les personnages se meuvent de façon absolument pas naturelle, c'est fait exprès. Mes couleurs sont particulières juste parce que, encore une fois, ça rentre dans le cheminement totalement artificiel que je veux assumer jusqu'au bout. Mais avec plusieurs velléités, il y a le fait qu'elles participent à la composition. Ce qui peut se retrouver à droite et à gauche dans la bande dessinée ou dans certains dessins animés de la UPA des années 50 où les couleurs débordent du dessin, ou des choses comme ça. C'est pas un hasard si depuis quelques années, quand on papote avec Serge Leclerc, on se reparle du Bauhaus, de certaines choses qui nous plaisent dans une esthétique totalement géométrisée et absolument pas réaliste. Les perspectives à tiroir, comme on dit, des Vermeulen, ça participe aussi de ce genre de fantaisie. Son trait n'est pas le même et sa façon de traiter le dessin n'est pas la même. Mais il y a une volonté aussi d'avoir un regard personnel sur la réalité qui joue avec ça. Et pour ce qui est des couleurs, moi, il y a plusieurs choses qui me motivent, en tout cas dans l'histoire dans les albums de Radar, et qui me motive depuis quelque temps quand je travaille la couleur, c'est encore une fois ne pas être esclave du réalisme, tout simplement parce qu'en bande dessinée, le ciel bleu, l'herbe verte, ça ne m'intéresse pas. Je préfère m'amuser avec la traduction des atmosphères ou des sensations, plutôt que de faire de la description. Et du coup, mes ambiances colorées sont d'une palette réduite, hein, parce qu'il y a quelques sentiments comme ça, assez caricaturaux que je veux faire passer dans Radar, parce que c'est censé quand même être un pastiche des romans feuilletons fin 19e, début 20e, type Fantomas, etc. Et que donc on outre tout. Mais il y a aussi, encore une fois, l'assumation d'une artificialité de la bande dessinée qui, chez moi, prend son origine dans des comics américains de super-héros que je voyais quand j'étais gamin et qui me faisaient très peur. Moi, Jack Kirby, ça m'épouvantait quand j'étais gamin. Mais alors, dans un univers dans lequel je me lovais beaucoup plus, c'était Lucky Luke, dont on s'est souvent gossé dans les années 70 de ces contre-jour bleu, uniformément bleu ou rouge ou jaune, et que j'ai fini par trouver d'un culot magnifique et d'une redoutable efficacité. Et finalement, il n'y a pas que ça. On connaît les belles planches d'incendie dans Les Rivaux de Paimpfel-Gulch, où il y a juste la couleur rouge plus le noir. Et le blanc, qui est hyper important, ne serait-ce que pour les flammes. Et ça marche, c'est d'une efficacité redoutable. Et c'est super beau en plus. Et du coup, j'en suis arrivé à... ça m'a aidé à avoir le culot, parce que pour moi, c'en était un, de réduire ma palette à quelques ambiances colorées et de jouer avec
parfois les superposer, mais jouer avec et m'apercevoir que ça suffit. J'ai pas besoin de la peau rose, du ciel bleu, de l'herbe verte, etc. Et en plus, en ce qui concerne Radar, il y a un clin d'œil du côté de ce qu'on appelait la pellicule teintée au cinéma muet, où avant d'aborder le cinéma en couleur, on trouvait des succès d'année un peu bricolés. Et notamment, on pouvait voir des films avec, par exemple, 5 minutes uniformément bleu, parce que ça se passait la nuit, uniformément vert, parce qu'il y avait un moment épouvantable, qui était censé faire peur, uniformément jaune, parce que, je sais pas, il y avait une scène de poursuite dans le désert, des choses comme ça, avec 4-5 couleurs fondamentales, et donner l'impression, non pas que c'était en couleur, mais apporter un plus au niveau des sensations, de l'atmosphère, et contribuer au récit de façon un peu décalée. La couleur sur bleu ou à l'aquarelle ou à la peinture est abandonnée depuis quelque temps, et il a fallu que je m'y mette. Et l'ordinateur a ceci de facilitant pour ce genre de travail que le repentir est instantané et qu'on peut éliminer ce qui ne nous plaît pas, essayer de changer, essayer plusieurs solutions et en éliminer toutes celles qui ne nous conviennent pas très vite. Et du coup, ça aide, ce qui, pour moi en tout cas, à mon sens, ça aide au culot. On essaye quelque chose, on se jette à l'eau, et puis si c'est pas bon, ben on bazarde, et souvent on a des bonnes surprises d'avoir osé quelque chose qu'on n'aurait pas osé à la peinture avant. Le rôle de la musique dans mon travail est très important à plus d'un titre. D'abord parce que j'en écoute tout le temps en travaillant, pendant que je dessine, pas pendant que j'écris. Écouter de la musique pendant que j'écris, que je travaille le scénario, le découpage, etc., ça je peux pas. Ça me déconcentre et j'y arrive pas. Par contre, pour dessiner, oui. Et je me mets pas n'importe quoi, n'importe quand. Ça dépend de l'humeur du jour, évidemment, mais ça dépend aussi de ce que je suis en train de faire, de l'album que je suis en train de faire. Il y a des musiques que je ne vais pas toucher pendant 2 ans parce que ça ne convient pas à l'atmosphère générale. Il y en a sur lesquelles je vais insister pendant 1 an et demi, 2 ans. Après, je continue de loin en loin à accompagner des films muets au piano de temps en temps, mais ça, pour moi, c'est une danseuse, quoi. Il se trouve que je joue du piano pour mon plaisir depuis très longtemps, et en fait, dans le courant des années 80, j'ai eu l'occasion de commencer à jouer au piano pour des films muets. Principalement à la Cinémathèque de Toulouse, parfois dans quelques lieux différents, dans quelques occasions différentes. Et c'est très particulier parce que il s'agit c'est pas de la musique de film, c'est encore autre chose. Il s'agit de soutenir le film sans marcher dessus. Et c'est pas évident du tout. D'autant plus que c'est du direct et qu'il ne faut pas se planter théoriquement. Il m'est arrivé de jouer plusieurs fois pour le même film 2 jours d'affilée et m'apercevoir qu'il y avait un jour meilleur que l'autre, quoi. Mais ça m'a amené à beaucoup voir, beaucoup regarder de films muets, jusqu'au même le cinéma premier. Ce qu'on appelle le cinéma premier, des Méliès jusqu'à Feuillade, et continuer plus bas, enfin plus bas, plus loin. Et alors, c'est pas que je fais des ponts par rapport à la bande dessinée, mais c'est un fait que je me suis aperçu qu'en bande dessinée, j'étais fasciné par les manques, les trous, les manques narratifs, les ellipses. Ce qui ne se dit pas ou ce qui ne se montre pas. Et au cinéma, notamment avec le cinéma muet, dans la mesure où il manque le son, le travail d'accompagner un film muet au piano, ou autrement d'ailleurs, devient
très ambigu, parce qu'encore une fois, il s'agit de le soutenir, mais pas de marcher dessus. Ce qui est très délicat. Je sais que j'ai joué pour en 20 ans, j'ai dû jouer 10-15 fois sur le cabinet du docteur Caligari, mais même si la trame est la même, et même si mes notes sont les mêmes, à quelque chose près, j'ai changé j'ai rectifié le tir de temps en temps, j'ai eu d'autres idées en cours de route, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je sais qu'il y a des fois où ça a été pas bon du tout, où j'étais pas content de ce que j'avais fait. Il y a d'autres fois où j'ai trouvé que c'était mieux adapté. Et comme par hasard, une des choses qui une de mes plus grandes découvertes dans mon passé d'accompagnateur de films muets, c'est de découvrir que les silences avaient une importance terrible. Parce que l'image vous saute à la gueule. Et que Orson Welles a déjà dit plusieurs fois que pour lui, évidemment Godard est venu après, mais pour lui la mort du cinéma c'est au moment du parlant. Même si, comme Fritz Lang, il s'est amusé avec le son de façon magistrale, etc. Mais c'est un plus qui ne le satisfaisait pas, parce que l'essence du cinéma, c'est un travail de montage, de mise en scène, de caméra et de montage, pas de voix qui parle. D'ailleurs, le grand public s'est fourvoyé en parlant très vite, et on continue à le faire, à dire que c'est du cinéma parlant, alors qu'en fait, c'est pas du cinéma parlant, c'est du cinéma muet, ce qui est loin d'être la même chose. C'est du cinéma sonore, pardon, c'est pas la même chose. Et du cinéma sans son, c'est un travail sur le montage et le pouvoir d'une séquence sans le son. Le public ne se rend pas compte qu'il fait la moitié du travail. Il y a un sens, il y a quelque chose qui vient de l'image et qui rebondit sur le spectateur, et le spectateur se renvoie encore autre chose. Et c'est un travail qui est gommé, ou en tout cas distrait par le son, et qui est accaparé de façon totalement différente. Du coup, quand je joue au piano pour un film muet, il faut se glisser là-dedans, ce qui n'est pas évident du tout. Mais au bout de 30 ans, j'ai appris 2 ou 3 petits trucs. Mais la bande dessinée, c'est également muet de toute façon. C'est le lecteur qui met sa voix sur tous les personnages, mais c'est aussi un travail de découpage, de montage, d'ellipses, de choses qu'on montre et de choses qu'on ne montre pas. C'est le jeu du gamin à qui on fait tu me vois pas, tu me vois, tu me vois pas. La bande dessinée, c'est ça. Et du coup, Radar peut être considéré comme un hommage au cinéma de cette époque. Ça se passe en 1920, c'est pas pour rien que je suis allé chercher des gestiques qui viennent du théâtre expressionniste, etc. Et du cinéma expressionniste, évidemment. Mais tout a une fin. Et le 3e tome est le dernier. Et je vais un peu sortir de cet univers-là, plus ou moins provisoirement, parce qu'il y a d'autres projets au portillon. Et notamment dans l'immédiat, un projet avec Mats, mais qui va nous changer d'univers autant lui que moi, parce que ça va se passer en Amazonie de nos jours, avec une sordide histoire d'entomologiste qui s'est fait trucider par des agriculteurs à la solde des déforesteurs. Nous sommes en pleine prise sur le réel. Et en plus de ça, et pour plus tard, j'ai un projet personnel ce coup-ci, en solo, sur le théâtre du Grand Guignol, pour lequel pour l'instant je m'amuse beaucoup. Et j'espère bien que tout le monde va s'amuser aussi avec ça.